En 2017, suite à l'affaire Weinstein, un producteur américain accusé de viol et d'agression sexuelle par une centaine de femmes, le cri féministe MeToo se répand à travers la planète comme une traînée de poudre. Ce n'est pas seulement le milieu artistique qui s'interroge, ce sont désormais des milliers de femmes victimes de harcèlement sexuel qui ont décidé de prendre la parole via les réseaux sociaux. Autour du hashtag MeToo, en français moi aussi, des millions de femmes brisaient la loi du silence sur les réseaux sociaux. Ce week-end sur Twitter, le hashtag Balance ton porc a inondé le réseau. Des femmes se sont mises à parler, à révéler les agissements dont elles ont été victimes. En cette année 2017, le monde semble découvrir que les agresseurs n'ont pas d'âge, qu'ils sont issus de toutes les classes sociales, de toutes les origines, de toutes les religions. Et en politique, lieu de pouvoir principalement masculin, le sexisme, c'est tous les jours. La France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme, au fond. Et il faut vraiment en avoir envie. Elle est comme ça tout le temps, la petite Non, Ségolène Royal, elle a un port phallique, je dirais. Elle a une allure très virile. Et elle en joue. Madame Barbara Pompili, excusez-moi, elle est jolie, donc de temps en temps, fait penser à Marilyn Monroe. Écoutez, occupez-vous de vos propres niches. J'aurais tendance à vous dire, restez-y peut-être même. Madame Duflo est une jolie femme. Moi, j'aime les jolies femmes avec des robes. Elle était en robe. Je la trouve mieux en robe qu'avec un blue jean. Et quand ils ne multiplient pas les propos sexistes, beaucoup de politiques ont une fâcheuse tendance à protéger leurs collègues. Comme DSK, qui avait été arrêté à New York en 2011 suite à la plainte pour viol d'une femme de chambre, Nafissatou Diallo. Souvenez-vous. Il s'est passé une relation sexuelle consentie. Ne pas libérer alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi couper les ponts avec quelqu'un qui est innocent? C'est dans cette atmosphère masculiniste que les femmes qui veulent faire de la politique doivent se faire une place. Entrer en politique quand on est une femme, c'est particulier. Je me rappelle, j'ai été élue pour la première fois en 2014 et j'avais un vieux monsieur de l'endroit où j'étais élue qui était venu me voir et qui m'avait dit voilà, vous n'avez rien à faire en politique, les femmes n'ont rien à faire en politique. On a toujours cette petite idée qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Et chez les hommes, un entre-soi masculin très très fort, vraiment très fort, dans un espace qui a été construit par et pour les hommes. Donc la politique, c'est quand même le lieu de la virilité s'il en est. J'ai été élue aussi à un moment où j'étais enceinte. Donc j'ai aussi eu des remarques. Par exemple, quand j'étais à 2 doigts d'accoucher, on m'a dit « mais t'étais pas en commission ». Évidemment, j'ai été à la maternité. Donc vous voyez, ça c'est quand même assez violent. Culpabilisées quand elles accouchent, les femmes politiques sont aussi parfois soupçonnées d'être de mauvaises mères quand elles travaillent. À plein de moments, j'ai senti qu'on a voulu me couper de mes enfants, vous voyez. Quand je me suis séparée, donc j'ai perdu la garde alternée, vous voyez, parce que j'étais à Paris et que soi-disant j'étais pas très disponible. Donc valait mieux laisser la garde au papa. Ça a été très dur, surtout que dans mon parcours d'engagement, moi je le fais vraiment de manière viscérale. Je me suis engagée d'abord dans la vie associative parce que ma fille, à 4 ans, a eu un cancer. Donc j'ai pensé que pour faire bouger les lignes, il fallait aussi s'engager en politique pour aussi tous ceux qui ne peuvent pas et puis porter des sujets de politique sociétale. Donc une promesse que j'avais faite à ma fille de m'engager. Et après, vous voyez comment ça s'est retourné contre moi finalement. Et quand elles ne sont pas discriminées par leurs collègues, les femmes politiques sont souvent victimes de harcèlement, voire d'agression. Comme Isabelle Attard, ancienne députée écologiste du Calvados. En 2012, elle est harcelée sexuellement par son collègue, Denis Baupin, lui aussi député écolo, mais surtout vice-président de l'Assemblée nationale. Sauf qu'en ce début de quinquennat Hollande, l'omerta règne encore dans le monde politique. Si je n'ai pas parlé dès le début, c'est parce qu'on croit être seul. On croit être la seule à qui ça arrive. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours le même processus, quel que soit le milieu. Et du coup, on se tait
Parce qu'on n'a pas envie d'être ridicule, on n'a pas envie d'attirer l'attention sur soi seul, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les épaules pour faire le poids face à une personnalité ultra connue, ultra puissante, ultra riche parfois. Donc on se tait. Denis Baupin, qui est vice-président de l'Assemblée, qui a eu des mandats à la mairie de Paris, qui est ultra connu, qui est en fait celui qu'on interroge dans la presse quand on veut parler des questions sur le nucléaire, par exemple. Donc ce sont des personnalités qui ont du pouvoir. Même si sur le papier, vous regardez, on est tous des députés, on est tous pareils, mais on n'est pas tous pareils. Chez les écolos, Denis Baupin a sa réputation. Les femmes, il les harcèlerait sexuellement, voire les agresserait. Mais à l'époque, l'omerta règne. Jusqu'au 8 mars 2016, où un tweet va mettre le feu aux poudres. Ce jour-là, Denis Baupin et d'autres collègues écolos affichent leur amour du féminisme avec du rouge à lèvres. Mettez du rouge contre les violences faites aux femmes. Sidérées, 8 victimes de Denis Baupin décident alors de briser le silence sur France Inter et en confiant un témoignage sonore à Mediapart. Parmi elles, Isabelle Attard. C'est on va dire du harcèlement quasi quotidien, de SMS provocateurs, salaces sur mes jambes, sur le fait que ça le dérange pas d'être mon amant. Et voilà, c'est ce genre de message en fait qu'il envoyait à moi, mais aussi, je le sais, à plusieurs collègues députés en même temps. Alors porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau avait également été agressée sexuellement par Baupin en 2011 lors d'une réunion avec des cadres du parti. Et à un moment donné, j'ai voulu faire une pause. Je suis sortie de la salle et dans le couloir qui longeait cette salle, Denis Baupin est venu, m'a plaqué contre le mur en me tenant par la poitrine et a cherché à m'embrasser. Comment vous avez réagi à ce moment-là ? Je l'ai repoussé violemment et je lui ai dit que... Enfin non, je l'ai juste repoussé violemment. D'ailleurs, je lui ai rien dit. Sur le moment, j'étais tellement choquée que j'ai pas dit grand-chose en fait. Quand plusieurs victimes portent plainte contre Denis Baupin, un premier coup est porté à l'omerta qui régnait jusqu'alors en politique. Mais en cette année 2016, comme les agressions sexuelles alléguées remontent à plus de 5 ans, la loi ne permet pas de les poursuivre. L'affaire aurait pu en rester là. Sauf que... Denis Baupin attaque en justice les journalistes et les 6 femmes qui ont témoigné à visage découvert. Il les attaque pour diffamation. Les victimes de Denis Baupin se retrouvent alors sur le banc des accusés. Sur le plateau de Quotidien, elles racontent. C'était la peur. Nous, on savait ce que c'était d'avoir peur. Ça fait 3 ans qu'on avait peur de ce procès, donc on sait bien ce que c'est que d'avoir peur. On s'est dit, il a plus peur que nous, en fait. Donc on s'est dit, moi je me suis dit, il a peut-être plus peur que moi encore, ce qui était un peu rassurant. Durant le procès, les audiences permettent aux victimes de raconter ce qu'elles ont subi. En avril 2019, la justice relaxe les accusés, constatant la multiplication des témoignages concordants pour des faits survenus à des dates éloignées par plusieurs femmes venant d'horizons divers. Denis Baupin, lui, est condamné pour abus de constitution de partie civile. Au procès, justement, face à Denis Baupin qui nous accusait de diffamation avec Mediapart et France Inter, quelqu'un est venu témoigner pour nous en utilisant une expression que je trouve extrêmement pertinente. Elle a dit que ce genre de prédateur, d'agresseur, s'attaquait toujours à la dernière gazelle du troupeau. Et c'est toujours valable. Les gazelles du troupeau en politique, ce sont souvent celles et ceux qui assistent les élus dans leur travail. On les appelle les collaborateurs parlementaires. En France, leur statut précaire les expose à des abus de la part des députés ou sénateurs qui les emploient. Témoignage d'une ancienne collaboratrice de l'Assemblée. Moi, j'ai eu des propositions de partir en vacances sur une plage quelque part au Maroc de la part d'un député parce que je pourrais admirer son bronzage en fait quand il serait en maillot de bain. Et puis que moi aussi, je pourrais être en maillot de bain. Corvéable à merci,
Les collabs, comme on les appelle, abattent souvent un boulot d'enfer. Oui, mais voilà, quand elles sont des femmes, elles sont parfois réduites à leur genre, voire traitées comme des objets. Sous François Hollande, en 2016, la loi travail de Myriam El Khomri est très contestée à gauche. Alors collaboratrice parlementaire d'un député écolo, Mathilde Viau se démène jour et nuit pour atténuer les aspects les plus contestables de la loi. C'était un travail colossal qui m'a coûté des jours, des semaines de travail et 10 kilos. Et puis, donc, je suivais avec... Enfin, j'étais en permanence là, en commission, puis en séance. Et lors du travail en commission, la première étape, un député s'est approché de moi en me disant « Mais qu'est-ce que t'es classe, etc. On est fiers de t'avoir dans notre équipe parce que t'es super classe. » Ceci en me glissant une main dans le cou entre mon col roulé et enfin, voilà, en me touchant, quoi. Et c'est hyper humiliant, en fait. J'ai trouvé ça dégradant parce que ça venait éclater tout le travail que j'avais fait. C'est-à-dire que si j'avais été un homme, il m'aurait dit « Mais quel talent, bravo !» Et voilà, c'est juste... le résultat du travail, à la fin, c'était une belle veste, quoi. C'est triste. Je ne suis pas là pour être, citation, le plus beau sourire de l'Assemblée. Je ne suis pas là, en fait, pour être commentée sur quelle chaussure j'ai choisi, le fait que, en fait, je mets très souvent du rouge à lèvres, que j'attache ou je détache mes cheveux. Je pense qu'en fait, le problème, c'est un problème de degré. C'est-à-dire que quand les hommes se permettent ça, la prochaine remarque, c'est-à-dire que la remarque qui est sur mon sourire, en fait, elle peut être sur ma bouche. Vous voyez ? Et ensuite sur autre chose. Et donc, c'est là, en fait, où ça dégringole. Moi, je me souviens d'un député qui était venu à mon pot de départ... qui m'avait dit « Ah, voilà, tu fais du bon travail par rapport aux droits des femmes, etc. Est-ce que tu pourrais m'aider à être un peu plus féministe ?» Et je lui avais dit « Bah écoute, pour toi, je pense que le truc qui pourrait t'aider le plus, c'est d'essayer d'être amie avec des femmes. » Et il m'a répondu « Non, mais ça, je crois que je peux pas. » Donc on part de très loin, en fait, dans la façon avec laquelle les hommes politiques considèrent les femmes. 2017, une fois élu à l'Élysée, Emmanuel Macron va promettre que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sera la grande cause de son quinquennat. Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. C'est donc à dessein qu'aujourd'hui, en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je décrète le lancement de la grande cause du quinquennat. Et à l'Assemblée, le parti du président fait élire une nouvelle génération de députés, plus jeunes, plus féminines, et donc plus féministes. On se dit que tout va changer enfin et que vraiment c'est la fin du sexisme qui arrive, quoi. Pas du tout. Quelle déception, mais même c'est pire parce que ça s'est transformé de façon plus violente, en fait, j'ai l'impression. Bon, on a vu immédiatement, en fait, les députés, au départ, tâtonner un peu, et puis très rapidement trouver leur marque. Et dans les marques, il y a vraiment le fait aussi d'être sexiste. Une atmosphère sexiste qui pèse sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Militant LFI devenu en 2017 collaborateur parlementaire à l'Assemblée, Alexandre Caïto témoigne. Moi, ce que j'ai pu voir à l'époque où j'étais célibataire et sur des applications de rencontres, c'était des députés qui étaient extrêmement insistants dans leurs messages, qui ont pu aussi envoyer de façon non sollicitée certaines photos qui étaient relativement explicites. Le milieu politique, c'est encore aujourd'hui un milieu hétéropatriarcal. Donc... se dire victime, il y a un côté dévirilisant si on est un homme, puisque dans le regard de l'autre, c'est habituellement la place de la femme d'être victime. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande difficulté encore à se dire victime en tant qu'homme d'une agression. Et les violences sexuelles, ce n'est pas que dans les couloirs de l'Assemblée. En circonscription, les députés peuvent aussi abuser de leur pouvoir. En 2022, à Hasbrook, un jeune marin de 23 ans, Pierrick Berthelot, est élu député du Rassemblement national. Et encore un grand merci à la Flandre, et je m'engage dès demain à être présent pour vous pour les 5 prochaines années qui arrivent. Quelques mois plus tard, il propose à Damien Top, un artiste lyrique de 60 ans, de devenir son collaborateur parlementaire. C'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'affection et d'admiration, parce qu'un jeune de 22 ans qui,
comme ça, en 1 an et demi, devient député alors qu'il était marin, c'est quand même admirable. Donc il a quelque chose. Mais très vite, le jeune député RN se met à harceler moralement ses subordonnés. On devait être en permanence à sa disposition jour et nuit. On a eu régulièrement des messages nocturnes, 1h, 2h du matin, quelquefois pour le remplacer le lendemain à 9h. Vous voyez, donc c'était quand même aussi un harcèlement moral, absence totale du droit à la déconnexion. Tout était en dehors de la législation du travail. À ce harcèlement moral va s'ajouter une atmosphère de travail hyper sexualisée. Je me souviens que le soir de ma première journée de travail, eh bien, le député, en plaisantant, me dit « il est de coutume que le nouvel arrivant passe la nuit avec le député dans le bureau ». Ou nous avons eu aussi un jour en réunion de travail, le député qui a fait un tour de table des collaborateurs et collaboratrices qui étaient présents, en demandant à chacun si on pratiquait la sodomie. Donc c'est quand même très gênant pour l'ensemble des collaborateurs. Et en fait, très vite, cette ambiance sexualisée était pratiquement permanente. Toutes les communications que le député envoyait sur le WhatsApp de l'équipe étaient à connotation sexuelle. Comme lorsque Pierrick Berthelot envoie à ses employés la photo d'une salle de réunion. Quand Damien Top lui demande « On a le droit de boire et manger ?» Réponse de son député employeur. On peut même baiser. Autre exemple, Pierrick Berthelot envoie à ses équipes une photo sur laquelle lui et un autre homme, tous sourires, posent chacun leurs mains sur la poitrine d'une collaboratrice. On a fait une heureuse. Réponse d'un de ses employés. Peux-tu regarder ton tel pro, Pierrick ? Je pense que nous jouions tous un peu ce jeu pour lui faire plaisir et pour être en bonne relation avec lui. Nous étions, je pense, tous un peu sur un siège éjectable. Et la preuve, c'est qu'il a eu, en moins de 2 ans de mandat, il a eu 10 collaborateurs. Certains qu'il a virés, d'autres qui sont partis d'eux-mêmes au bout de quelques mois parce qu'ils n'en pouvaient plus de travailler dans ces conditions-là. Quelques mois après son embauche, Damien Top va être brutalement mis à pied par Pierrick Berthelot pour faute grave. Son employeur lui reproche d'avoir signé un document à sa place. Moi, j'ai été viré du jour au lendemain, alors qu'il me disait 3 jours avant que tout allait bien, que j'étais le meilleur de l'équipe. Et donc, voilà, un lundi matin, il me met sous les yeux une mise à pied pour faute grave, qui est quand même la décision la plus lourde au niveau de la législation du travail. Damien Top conteste son licenciement devant les prud'hommes et porte aussi plainte contre Pierrick Berthelot pour harcèlement moral et sexuel. Mais en octobre 2025, sa plainte est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Se faire virer du jour au lendemain, c'est ce qui pend au nez de tous les collaborateurs parlementaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont régis par un statut très particulier. Tout simplement, il est particulier parce qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale, on est lié uniquement avec le député ou la députée qui nous emploie. On n'a aucune grille salariale n'existe et il s'agit de contrats qui sont dérogatoires du droit commun dans le sens où il y a des clauses qui permettent aux députés de pouvoir nous licencier sans aucun préavis et sans aucune justification. Ces clauses dites de loyauté, en voici un exemple. Le salarié s'engage à apporter une collaboration loyale au député employeur. Il est indiqué qu'on doit tout faire pour ne pas avoir d'expression qui nuise à son employeur. D'accord, mais si notre employeur nous agresse, oui, ça va être une expression qui va lui nuire, mais c'est une expression qui est légitime parce qu'on a été agressé. Ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes dans la manière avec laquelle les collaborateurs se sentent fragilisés et avec laquelle probablement l'omerta peut largement prospérer puisqu'en fait, dès lors qu'on veut pouvoir éventuellement parler, on prend le risque immédiat d'être viré. Ce statut précaire des collaborateurs parlementaires, Mathilde Viau et quelques collègues ont tenté de s'y attaquer en 2016 suite à l'affaire Baupin. Au moment où l'affaire Baupin éclate, on s'aperçoit qu'il y a une ambiance qui, au contraire de vouloir condamner Baupin, devient infâme pour les femmes.
C'est-à-dire vraiment, tout le monde nous dit ah ben voilà, Baupin, de toute façon c'est pas sa faute, sa mère était folle, en plus t'as vu sa femme, franchement c'est normal qu'il aille se taper des gens ailleurs. Ce n'était jamais de sa faute, c'était toujours de la faute des femmes qui l'entouraient. Y compris des victimes, évidemment, qui forcément étaient complètement folles, affabulatrices, et qui avaient un intérêt politique à le dénoncer de façon fausse. C'est comme une boîte à outils, ils utilisent les outils qui sont dans leurs mains. Donc il y a cet outil de la victimisation, parce que ça marche extrêmement bien dans les médias, etc. Il y a l'outil de la manipulation politique, c'est-à-dire je n'aurais fait ça ou nous n'aurions fait ça que pour notre carrière. Il y a le truc du règlement de compte. Il y a menteuse, pas menteuse. Donc c'était absolument scandaleux. Et donc avec d'autres collaboratrices, on a décidé de monter un collectif qui s'est appelé Chères collaboratrices pour faire état, pour faire la démonstration de la violence subie par les femmes en politique. Le collectif lance sur son site un appel à témoignages. Certains seront mis en dessin. Accrochez-vous, les situations dessinées ici ont réellement existé. Comme lorsqu'un homme politique demande à une secrétaire « Vous portez une culotte, mademoiselle ?» Ou alors, cet autre témoignage d'une collaboratrice en réunion avec un député. « Tu sais, c'est marrant, j'ai jamais couché avec une arabe. » « Tu sais, c'est marrant, j'ai jamais giflé un député. » Ou bien cette collaboratrice qui, avec son employeur, croise un autre député. « Bah dis donc, si j'avais quelque chose comme ça au bureau, je viendrais plus souvent à l'Assemblée. » Monsieur Richard Ferrand, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. En 2017, Mathilde Viau et ses collègues vont demander à Richard Ferrand, le président macroniste de l'Assemblée, que la fameuse clause de loyauté ne puisse pas s'appliquer dès lors qu'il existe des accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle. Chose incroyable, son cabinet nous a rétorqué « Mais attendez, si vous faites ça, on ne pourra plus jamais virer quiconque. » Sauf que c'est absolument faux. Enfin, le droit commun continuerait à s'appliquer et de la même façon, il y aurait des fautes graves, etc. Et donc on pourrait continuer à appliquer le droit du travail sans aucune difficulté. Mais bon, bref, ils avaient tendance à nous prendre pour des idiotes à chaque fois qu'on voulait faire avancer les choses. Chères Collab obtiendra toutefois que soit créée une cellule d'écoute. Une cellule d'écoute qui est gérée par un organe payé par l'Assemblée nationale, mais qui est un organe privé, qui rend des comptes tous les ans à l'Assemblée nationale et dont, en fait, la survie peut dépendre, en partie en tout cas, de sa continuation du contrat avec l'Assemblée nationale. Richard Ferrand ne prenant pas la mesure du problème, il va se retrouver à couvrir pendant plusieurs années les agissements inacceptables d'un de ses collègues députés. Vous venez de voir la première partie de notre nouvelle enquête. L'intégralité du documentaire est déjà disponible sur notre site off-investigation.fr en avant-première pour nos abonnés. Si vous souhaitez voir la suite dès maintenant, et surtout nous permettre de continuer à enquêter librement sur les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent, abonnez-vous. Votre soutien garantit notre indépendance et la possibilité de produire ce genre d'enquête sans sponsor, sans actionnaire extérieur et sans aucune pression éditoriale. Et si vous regardez cette vidéo, après la sortie complète sur YouTube, sachez que tout cela n'existe que grâce à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci et à très bientôt pour la suite. D'ici là, je vous propose de découvrir la bande-annonce du documentaire complet. Le viol, il a duré, je sais pas, 30 minutes. La procédure, elle a duré 4 ans. Il est indispensable que la honte change de camp. Si je n'ai pas parlé dès le début, c'est parce qu'on croit être seul. Vous n'êtes plus seul. La politique, c'est quand même le lieu de la virilité s'il en est. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. J'ai eu tellement peur, en fait, que je ne réentends pas ma voix. Mais je sais que j'ai hurlé parce qu'il me demande de me taire, en fait. Il revient et il finit par apporter les 2 verres sur la table. Et au bout de 2-3 gorgées, je me sens terriblement mal. Et en face, le prédateur, il n'a plus qu'à attendre, en fait.
Donc il est d'un calme. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que quand on met 3 cristaux de MDMA dans le verre d'une femme, c'est pas forcément pour faire connaître avec elle. Il y a un gouvernement qui est à vos côtés. Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est un douloureux. bord politique. Non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. C'est une solidarité basique de genre, enfin de sexe entre mecs et d'une caste. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois Monsieur Larcher va recevoir aujourd'hui Joël Guerriot, collègue sénateur mis en examen pour soumission chimique avec le but présumé d'agresser sexuellement une collègue députée Sandrine Josso. Tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice, il y a la présomption d'innocence. L'ancien sénateur Joël Guerriot, qui a bien été reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Il n'y a aucun président qui s'est autant battu que moi sur le sujet d'égalité femmes-hommes et contre les féminicides. C'est du marketing politique, c'est de la sauce McKinsey. Non, sur ce sujet, on ne peut pas dire qu'il est agi.